Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Le drag, ça a pas juste été un petit caprice de je veux être une bitch et je veux être belle, quoi. C'était je veux retrouver la danse, je veux retrouver mon corps, quoi. Là, ce que je voulais, c'était vraiment, j'avais besoin d'aller sur scène pour exprimer quelque chose, pour sortir ma douleur et me faire du bien. Banzai, épisode 11. Alexandre, le drag comme thérapie. Hello et bienvenue dans Banzai, le podcast qui explore des histoires de vie pour briser les tabous sur la douleur chronique. Imaginez une douleur qui pendant des mois, des années est là tous les jours, avec plus ou moins d'intensité. Par sa présence, elle bouleverse toute votre vie, votre travail, vos activités, vos relations. C'est ce que l'on appelle une douleur chronique. Moi, c'est Anaëlle Régent. Et cela fait longtemps que je souffre de douleurs chroniques. J'en ai fait ma force en devenant patiente partenaire et cofondatrice de l'association Les Algonautes. Ensemble, nous accompagnons les personnes qui connaissent aussi la douleur au quotidien. Avec Banzai, que vous soyez concerné de près ou de loin, je vous invite à découvrir des témoignages intimes et émouvants de personnes passionnées et passionnantes. Bon, je vais vous faire une confidence. C'est seulement quelques jours après avoir vu Alexandre se produire sur scène que je m'enregistre pour cet épisode. Donc c'est la voix un petit peu émoussée, mais encore des paillettes plein les yeux, que je vais vous guider au travers de son témoignage. Alexandre me reçoit chez lui, dans une grande et magnifique maison qu'il partage avec ses colocataires. On s'installe dans le salon, devant la fenêtre, et il commence par se présenter. J'habite à Nantes depuis maintenant 9 ans, donc nantais d'adoption et sudiste de cœur. Parce que je viens de Montpellier, j'ai vécu longtemps à Marseille. Je suis architecte urbaniste dans la vie et drag queen dans le monde de la nuit. Donc j'avais quitté Montpellier où j'ai vécu, grandi 19 années. Et du coup, je suis rentré à l'école d'archi à Marseille. C'est la première fois que je quittais ma ville, que j'allais ailleurs, etc. Dès l'entrée en première année, on nous expliquait dans un énorme amphithéâtre qu'on allait, à partir de maintenant, manger archi, dormir archi, vivre archi. Donc là, on s'est dit un peu, waouh, ça va être intense. Et puis effectivement, c'était hyper intense, mais en même temps, c'était hyper enrichissant parce que les 2 premières années, je m'attendais pas à un truc aussi artistique et aussi libre qui a permis de développer franchement plein de choses. Je me posais pas trop de questions d'un point de vue santé. Je faisais beaucoup de danse. J'ai commencé par le hip-hop et ensuite j'ai fait beaucoup d'années de modern jazz. Et j'étais dans une école où on était très très peu de garçons, donc je me suis fait alpaguer par la directrice pour faire du classique. Donc voilà, j'ai fait 3 styles de danse pendant presque 10 ans. Donc pendant tout le collège et lycée, que j'ai dû arrêter en arrivant à Marseille à cause des études et du rythme un petit peu effréné. Dans le cadre de ses études d'architecture, Alexandre va avoir l'opportunité de faire un échange universitaire avec le Mexique. Une année qui va bouleverser sa vie. C'est assez drôle parce que quand je suis parti au Mexique, j'avais plein de verrues sur les doigts. Des verrues que j'ai tenté pendant des années d'aller brûler chez le dermato, etc. et qui revenaient tout le temps. Et je me suis aperçu au bout de quelques temps, en arrivant au Mexique, au bout de 4-5 mois, qu'elles avaient disparu toutes seules sans m'en rendre compte. Et je me sentais beaucoup plus détendu au Mexique. Je sais pas, il y avait un truc là-bas qui m'a un peu transcendé. Je saurais pas l'expliquer, mais au point de me dire, ok, ouais, je me sens tellement bien que ça m'a fait disparaître mes verrues naturellement. Je m'étais dit que je voulais absolument faire mon coming out avant de partir, parce que ça faisait quelques années que ça me trottait. J'avais commencé avec mes amis, puis ma famille. Et là, je m'étais dit, ok, bon, je pars et je suis moi. C'est-à-dire que là, je mens plus à personne, je mens plus à moi-même. Donc je partais un peu là-bas pour me découvrir moi. Et puis ça a plus que marché, puisque finalement, même d'un point de vue santé, je reviens sur sur le problème de verrues, par exemple. J'ai rencontré l'amour, le premier grand vrai amour. Et du coup, ouais, je me sentais un peu sur un petit nuage pendant 1 an. C'était vraiment une année hyper riche et qui m'a fait trop du bien. On a tout fait pour qu'on puisse continuer notre histoire. Et moi, il me restait du coup encore 2 ans en France. Donc finalement, on s'est dit le plus simple, ce serait que lui me rejoigne le temps que je termine mes études. Et après, on voit ce qui se passe, quoi. Du coup, il est venu, on s'est mariés en France. C'est venu d'une idée un peu folle, en mode peut-être que vous pouvez vous marier. Pour les papiers, ce serait beaucoup plus simple. C'était inimaginable pour moi, surtout en tant qu'homosexuel. C'est pas du tout l'idée à laquelle on pense en premier, quoi. Et puis c'est vrai qu'en se renseignant, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pourrait marcher. C'est ce qu'on a fait. Il est arrivé en France, on s'est mariés 1 mois après.
Donc j'avais 23 ans, j'avais pas terminé mes études et j'avais la bague au doigt avant mon diplôme. C'était complètement fou. On a construit vraiment un truc chouette à deux, ça s'est fait assez vite et assez naturellement. Alexandre aura vécu une belle année émancipatrice au Mexique, qui se prolongera avec la venue de son amoureux en France. Mais malheureusement, quelques mois après son retour, il commence à expérimenter de sérieux problèmes de santé. Quand je suis rentré, du coup, j'ai repris les études, donc je rentrais en master. Donc le rythme s'est un peu intensifié, il y avait quand même beaucoup plus d'enjeux. Et les douleurs ont commencé à apparaître, quelques mois après la rentrée, donc pendant l'hiver 2014. Ça a commencé par, là où ça m'a vraiment surpris, ces sortes de douleurs que j'avais dans la jambe ou dans la fesse, qui des fois m'empêchaient de marcher, quoi. Donc c'était très intense, et ça pouvait durer des fois une journée ou des fois quelques jours. Mais je m'étais dit que c'était la mauvaise hygiène de vie, ça ira mieux à la fin des études, mais il m'en restait quand même 2 à tirer, donc ça pouvait être long. Mais j'avais pas le temps à l'époque, j'avais pas la place dans mon esprit pour me dire faut que je m'occupe de ça, quoi. Donc j'ai laissé traîner, j'ai un peu serré les dents et puis je me suis dit on verra bien, quoi. Ce qui était hyper perturbant, c'est que c'était trop bizarre, c'était vraiment un truc au milieu de ma cuisse ou au milieu de la fesse et c'était indescriptible. Et on m'a dit que c'était sûrement inflammatoire, donc on m'a orienté vers un rhumato. Et il m'a posé un premier diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Donc moi, là, au début, on se prend un peu un gros mot comme ça, je savais pas quoi en faire, quoi. Il y avait un peu un côté où j'étais rassuré de mettre un mot dessus, de me dire ok, c'est ça, genre je suis pas fou, c'est pas parce que je dors mal, c'est pas parce que mes études ont été stressantes et tout, ok, il y a vraiment quelque chose, quoi. Mais il m'a vraiment très très mal expliqué. On en est vite venu au traitement en me disant qu'il y avait 2 traitements possibles, soit quelque chose qui allait me flinguer l'estomac à vie. Ça m'a pas branché direct, quoi. Et le deuxième, c'est les infiltrations. Je savais pas ce que c'était non plus. J'ai pris la 3e option, un peu pansement, du traitement local, qui marchait quand même plutôt bien parce que c'était des anti-inflammatoires assez puissants. Et la première fois que j'en ai pris, quand j'ai eu une crise, ça s'est soulagé au bout d'une heure ou deux. J'ai voyé une petite libération, mais qui était vraiment un peu éphémère, quoi. J'avais pas vraiment conscience au début que c'était chronique, parce que le rhumato m'a très très mal expliqué. C'était tellement confus pour moi que j'ai même pas trop posé de questions. Donc je m'étais dit que ça pouvait peut-être passer. Je prenais les traitements, mais un peu en pointillé. C'est-à-dire, quand j'avais des crises, j'attendais vraiment de plus pouvoir marcher pour vraiment le prendre et me dire, ok, bon là, il y a un point de non-retour, prends-le, parce que, à un moment donné, il y avait rien qui me soulageait, assis, debout, couché, en diagonale, rien. J'ai fait un petit peu de kiné à des moments où c'était trop dur à supporter et ça me soulageait pas du tout. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait 3-4 séances. J'attendais un soulagement un peu instantané et que j'ai pas eu, même si les séances étaient super parce que c'est de la relaxation totale. Et pareil, ça a pas marché, donc je continuais en fait à prendre mon traitement local de temps en temps quand j'avais mes crises. J'ai commencé à avoir des douleurs, du coup, au bout de 8-9 ans après le premier diagnostic, à des endroits où j'avais jamais eu des douleurs. C'est-à-dire que ça a toujours été localisé, soit dans la fesse gauche ou droite, soit dans la cuisse. J'ai commencé à avoir des douleurs plutôt au niveau des omoplates. J'en ai eu aussi pas mal entre les côtes, comme si ça m'empêchait de respirer quand je prenais une forte inspiration. Je sentais que j'avais un blocage. Et j'ai aussi eu un jour sous la plante des pieds. Et ça, c'est pas du tout agréable parce que autant être un peu bloqué parce qu'on a mal à la cuisse ou à la fesse, c'est ok, mais alors le fait de pas pouvoir poser le pied, c'était terrible. Et ce qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais un peu lu, j'avais que internet pour me renseigner sur la spondylarthrite. J'avais un peu l'impression que dans les extrémités, c'était un peu l'étape finale. C'est comme si la maladie avait envahi tout le corps et que si j'en étais aux doigts et aux orteils, c'était que c'était grave. J'avais mon ami avec qui j'étais en école d'archi qui en fait a aussi une spondylarthrite. Et en fait, lui, il a posé un diagnostic, il est allé beaucoup plus vite que moi. Il a commencé un traitement qui lui a changé la vie. Ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie moi aussi j'ai envie d'un traitement, parce qu'en fait, ça avait l'air d'un traitement qu'on m'avait pas proposé à l'époque. Donc je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose. Et le fait aussi que la première maladie chronique, donc la spondylarthrite, a apparemment entraîné une deuxième,
Maladie chronique, donc je cumule, j'en ai 2 maintenant. La deuxième petite, c'est la rectocolite hémorragique. Au final, on m'a expliqué que c'était une inflammation du côlon qui aurait été déclenchée à cause du traitement local que j'avais pour la spondylarthrite ankylosante. Voilà, donc effet secondaire je sais pas par quel mécanisme biologique a fait que ça a déclenché ça. Voilà. Donc là, je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup. Il est temps que je me prenne en main. J'ai demandé conseil et je crois que c'est Maxime qui m'a donné le nom d'une rhumato qui a été vraiment super, avec qui j'ai commencé un parcours de soins, donc pas mal d'examens, etc., pour reposer un diagnostic fiable. Alexandre avait besoin de reposer les choses, car il venait de passer plusieurs années, certes avec un diagnostic, mais sans vraiment le comprendre et sans véritable accompagnement. Mais maintenant qu'il était bien accompagné, je lui demande s'il a compris ce qu'était la spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite ankylosante, en décortiquant, si je dis pas n'importe quoi, du coup arthrite, c'est pas l'usure des articulations comme l'arthrose qui intervient quand on est plutôt âgé. L'arthrite, c'est vraiment l'inflammation des articulations. Et c'est une sorte de douleur un peu électrique, chaude à l'intérieur du corps, qui me contraint dans certains mouvements et qui est pas soulageable par une position spécifique et qui en fait m'empêche d'être vraiment flexible, quoi. D'où le côté ankylosant de la chose, c'est-à-dire qu'ankylosant, apparemment, c'est les articulations qui deviennent os en extrapolant au maximum, hein. Pour le coup, dans la jambe et la fesse, c'est épisodique. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça peut durer une journée, comme une demi-journée, comme presque une semaine. Moi je les appelle les crises, et que des fois je peux plus marcher, mais il y a aussi les douleurs régulières du matin, que j'ai tous les matins, du coup, depuis 12 ans, depuis que j'ai posé le premier diagnostic, qui en fait sont le côté ankylosant de la chose, c'est-à-dire que de rester statique pendant... apparemment, il faut 5 heures, puisque je ne dors pas plus de 6 heures grand max. Je me réveille, avec vraiment en bas du dos, tout en bas de la colonne, avec une raideur. Ça fait vraiment mal quand je courbe le dos. Et ce qui fait qu'en fait, c'est une douleur tellement insoutenable que je peux pas rester dans le lit. Donc, j'ai pas connu les grasses mat depuis 2014, parce que je suis obligé de me lever et d'avoir ce qu'on appelle un déverrouillage pendant... je dirais 30 minutes dans les meilleurs jours. Et puis des fois, la douleur peut me traîner comme ça toute la journée. Le bon cocktail de tout ça, c'est qu'en fait, c'est hyper énergivore de savoir comment te positionner, comment marcher, pour pas que ça te fasse trop mal. Mais c'est des journées qui m'épuisent, quoi. Des fois, juste en étant assis. Donc, la nuit est même pas réparatrice parce que, je vais retrouver des douleurs de la nuit, etc. Donc, des fois, c'est un cercle vicieux qui peut durer très longtemps, quoi. Avant d'entamer toutes les démarches, ça a été beaucoup de prise de sang pendant des mois. J'ai refait écholoscopie, etc. Donc en fait, elle m'a parlé de la biothérapie quand on a vraiment posé tout ça dans son bureau. Au début, j'avoue que pareil, c'était encore un peu un gros mot. J'ai besoin de plus de détails, quoi. Et en fait, elle m'a expliqué que la biothérapie, si je dis pas n'importe quoi, c'est une injection, en l'occurrence, là, toutes les 2 semaines, sous forme de stylo, un peu comme les personnes diabétiques, d'un produit, en fait, qui va aller neutraliser les molécules inflammatoires dans mon corps et du coup empêcher d'avoir des inflammations qui viennent je ne sais pourquoi, je ne sais comment. Ce qui est assez intéressant avec ce traitement, c'est que il permet aussi de remédier à la rectocolite. J'ai eu très peur au début parce que le côté traitement à vie est très régulier comme ça, avec un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc elle m'a tout expliqué, même il y a un fascicule qui fait la taille d'une nappe pour expliquer comment on fait l'injection tout seul. Donc là, je suis vraiment dans la phase où je commence à l'apprivoiser. Et du coup, ça a été révolutionnaire, quoi. J'ai plus mal le matin, j'ai plus de crise inflammatoire dans la cuisse ou dans la fesse. La rhumato, elle m'avait dit que j'allais sentir les effets un peu immédiatement. Ce qui s'est passé au bout de 2 nuits, j'avais déjà les premiers effets. Mais elle m'a dit que ça allait être un peu exponentiel, dans le sens où les 3-4 premiers mois, ça allait être de mieux en mieux. Donc là, ça fait que 2 mois, donc j'en attends encore beaucoup des 2 prochains mois qui arrivent, parce que c'est déjà incroyable. Donc je sais pas comment ça peut être mieux, mais apparemment ça va être mieux, donc j'ai hâte. Je relativise un petit peu sur le côté crise inflammatoire dans la jambe et tout, parce que des fois il peut m'arriver d'avoir une activité physique et je sens que d'un coup j'ai une inflammation qui arrive, qui est un peu en deuxième plan, c'est-à-dire qu'elle me fait pas vraiment mal, mais il y a une gêne. Après, c'était peut-être pas de l'inflammation, mais en fait mon corps et mon cerveau s'est tellement habitué à ces douleurs-là que je me dis que c'est forcément ça, quoi. Et je pense que là pour l'instant mon cerveau est encore en mode spondylarthrite, douleur au réveil, douleur en période de stress, crise inflammatoire, etc. Je cherche la douleur et elle a disparu, donc c'est agréable, mais je pense qu'il faut que je me libère l'esprit encore, il n'est pas à 100%.
Je regrette pas les 12 dernières années, j'en ai chié. Et quand je dis que je regrette pas, c'est que du coup, j'étais quand même avec quelqu'un à l'époque qui avait aussi beaucoup une influence dans mon parcours. Il supportait pas quand je disais ma maladie, ou je disais toujours ma spondylarthrite. Il me reprenait tout le temps, il dit arrête de dire ma maladie, t'es en train de te l'approprier là, alors qu'elle ne t'appartient pas. J'ai jamais su ce que ça voulait dire quand il me disait ça, mais du coup, je faisais attention à ce que je disais. Donc là, j'ai compris que les mots avaient vraiment un poids. Et il avait un sens, et pour mon corps, le fait de dire ma maladie, il y avait un peu un truc, ok, c'est à moi, et t'arriveras pas à t'en tirer. Donc j'essaye toujours, même aujourd'hui quand j'en parle aux gens, de dire la maladie ou je suis porteur de, mais voilà, je pense que les mots sont importants. Le fait d'écouter son corps est hyper important parce que ça traduit ce qu'on a dans la tête. Et du coup, c'est là qu'on arrive à un cercle vertueux. Et voilà, l'épisode d'Alexandre pourrait s'arrêter là. Il nous a parlé de ses douleurs et aujourd'hui, il a trouvé un traitement qui fonctionne et qui le soulage. Mais ce qu'Alexandre ne nous a pas encore raconté, c'est que ces dernières années, pour l'aider à traverser ces moments difficiles avec la spondylarthrite, il n'était pas tout à fait seul. Il était en train de développer son persona que je lui laisse nous présenter. Sans transition, Marie Pacone. Bonsoir. Marie Pacone, que dire de Marie Pacone ? C'est mon alter ego, on va dire, depuis 3 ans maintenant. Donc Marie Pacone est une drag queen. Elle ne vit généralement que la nuit. C'est une drag queen. Ça y est, je commence à dissocier. Je sais plus si je dois parler au nom de Marie ou à mon propre nom, mais on aime bien parler de créature dans le milieu du drag parce que vu qu'on joue avec les codes, du coup, on peut dire que c'est un peu une créature, un alter ego qui me permet d'exprimer des choses que je n'exprimerai pas ou que je n'exprime pas en tant qu'Alex. Le désir de Marie est né un peu avant le Covid. En arrivant à Nantes, vu que je n'avais pas d'amis homosexuels. En étant dans le sud de la France, j'ai découvert ça ici. Quand je suis arrivé avec mon copain, donc on a commencé à mettre un petit peu, j'ai eu l'impression, un pied dans le milieu LGBT. On a commencé à entendre RuPaul. L'émission RuPaul Drag Race est sortie sur Netflix. Et premier épisode, les 5 premières minutes, j'avais la mâchoire au sol. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je veux faire ça. Sur l'aspect show et spectacle, c'est quelque chose que j'avais abandonné, que j'avais envie de retrouver. Comme je disais, j'ai fait presque 10 ans de danse, que j'ai laissé tomber à cause des études, du travail, etc. Et c'était un peu un appel du corps. Vraiment, là, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et c'est hyper diversifié en plus. Puis ce côté personnage, avant la danse, j'ai fait aussi du théâtre. Je savais que pour moi, être sur scène, il y avait quelque chose d'un peu invulnérable. Et je me suis dit, go, quoi, faut que je fasse ça. On allait très souvent dans un bar gay, Kaleidoscope, qui a fermé aujourd'hui. Puis j'en avais parlé beaucoup au patron du bar de l'époque. Et il m'avait dit, mais vas-y, il faut que tu te lances et tout. Et j'avais vu un petit flyer dans le bar. Tu te sens l'âme d'une queen, rejoins les Divine and the Queens. Je me suis dit, ok, mais j'ai rien à apporter. Enfin, je sais pas faire. Oui, je sais danser, mais là, il faut se maquiller. Où c'est que je trouve les tenues, les perruques, comment on fait, quoi. Et un jour, le patron m'a tiré par le bras. Il m'a dit, maintenant, t'arrêtes tes conneries, tu vas leur parler. En fait, ils étaient tous hors drague, à une table, en fait, à côté de moi. Je savais pas que c'était eux, quoi. Et on a parlé toute la soirée. Et donc, du coup, je suis rentré dans ce collectif-là. Par l'intermédiaire de Mathieu, aka Lana Del Rey, qui est devenue ma mère drague. La mère drague, c'est un petit peu celui ou celle qui va nous prendre sous son aile quand on débute le drag. Genre, c'est elle qui a fait mon premier essayage make-up pour voir ce que ça peut donner, qui m'a prêté des fringues, qui m'a fait rentrer dans le collectif, qui m'a offert ma première scène. Donc il y avait un peu ce côté famille choisie qui était en train un peu de se monter au sein de ce collectif-là, quand j'ai intégré les Divine and the Queens, qui est hyper rassurant. Et ça a été vraiment une chance. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent en tête la première fois où on fait ça, parce qu'il faut penser à tout. Il faut penser à la posture, il faut penser à marcher en talons, il faut penser à être dans des tenues féminines, à avoir un corset, à avoir une perruque, un truc lourd sur la tête, à avoir chaud, à être un personnage, à être piquant, à être du répondant, à être belle. Enfin, c'est beaucoup d'infos pour le début. Et du coup, ça a été très stressant quand même. Je me rappelle que toute la soirée, voilà, j'ai essayé de me donner un personnage, et je sentais que ça aurait été plus simple avec des inconnus plutôt qu'avec mes amis, parce qu'ils savaient qui y avait dessous. Et du coup, après, ça m'a amené à ma première scène, le 9 avril 2022, dans ce bar-là. Donc il y avait un côté un peu, ok, on est à la maison, c'est le premier show. La scène me faisait pas peur. Pour le coup, j'étais enfin dans mon personnage. Il y avait 2-3 trucs que j'avais fabriqués moi-même, j'avais choisi ma tenue, j'avais l'impression d'avoir trouvé un peu une trajectoire artistique, un univers au personnage que je voulais avoir.
qui a évolué depuis, mais voilà, là c'était vraiment pour moi vraiment la naissance de Marie Pacone, c'était le 9 avril 2022 au sein du collectif et en même temps que ma sœur drague avec qui je fais tout aujourd'hui, Shigella. Et c'était notre première soirée et il s'est passé un truc quoi. Ça a été cathartique. C'est donc grâce à ce collectif qu'Alexandre a pu débuter le drag. Le drag, c'est une performance artistique qui met notamment en caricature les codes des genres masculins et féminins. On parle alors de drag king et de drag queen. Mais certains artistes travaillent au-delà du genre. Ils se font alors appeler des drag queer ou des créatures. Pour compléter un personnage drag, il faut un nom, souvent drôle et sulfureux. Alors comment Marie Pacone a-t-elle trouvé son nom ? Je voulais donner une teinte un peu latino à mon personnage parce que le Mexique m'a un peu... ça a dévoilé une expression de moi qui était un peu plus véridique et vraie. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de traduire ça à travers mon personnage drag. Je voulais lui donner une connotation un peu latina. Voilà, et en même temps, j'avais envie d'un truc qui sonnait français. Pour le nom, je voulais un jeu de mots avec l'espagnol et le français. Et en fait, c'est ma mère drague qui me l'a trouvé. Je m'en serais éternellement reconnaissante parce qu'elle m'a dit « Et Marie Pacone !» Elle me l'a sorti vraiment cash comme ça. Et j'ai trouvé ça dément parce qu'en fait, quand elle m'a sorti ça, en fait, j'ai compris de suite le jeu de mots avec Maricone, qui veut dire pédale, ta fiole, quoi. Ça, c'est un peu une insulte. Mais du coup, c'était un peu... Maricone, oui, mais pas conne, en fait. Et du coup, il y avait ce jeu de mots là aussi en français qui disait je suis pas conne non plus. J'avais pas envie d'être juste la plante verte. J'avais envie d'incarner quelque chose aussi. Et ça matchait plutôt bien avec le côté libérateur de la musique des années 80. Et Marie Pacone, j'adore parce qu'il y a un jeu de mots, mais qui est pas évident. Et je sais que quand il y a des personnes qui parlent espagnol qui me demandent pourquoi Marie Pacone, je leur dis Marie Pacone, pero siempre maricón. C'est un peu mon gimmick. Et direct, ils comprennent, en fait. Et, quand c'est quelqu'un qui parle que français, en fait, là, comme je viens de l'expliquer, quoi, ça peut être long. Dans une soirée, si on me demande 3 fois, va falloir payer, chérie, quoi. Moi, c'est Marie Pacone, pero siempre maricón. C'est clairement pas un art du confort, même si on n'a pas de spondylarthrite ankylosante. Il y a plusieurs choses. Vu que le drag me transporte, et la scène aussi, il y a un peu un truc où j'oublie les douleurs. Et du coup, il y a ce côté-là où en fait, si je commence ma préparation, que j'ai une soirée ou un truc comme ça, je vais serrer les dents. Et une fois que je suis dans le personnage, que j'ai fini d'être habillé, maquillé et tout, j'oublie complètement les douleurs. Et je peux passer 12 heures sur des talons avec un corset qui est serré à plus pouvoir en respirer. Et en plus, moi, je danse aussi. Mais j'oublie les douleurs. Et qui peuvent revenir du coup de plus belle une fois que, voilà, fin de soirée, je vais me coucher, je me démaquille, j'enlève tout ça en mode soulagement de dingue. On n'y pense pas au début. Et puis, le premier réveil le lendemain, il est très compliqué. Déjà, il est douloureux dans le miroir. Il y a un premier truc en mode oh waouh, ouais. Donc faut déjà gérer l'aspect psychologique et après ouais la douleur matinale qui est récurrente, plus la douleur au pied, plus le fait que je sais pas il y a un peu une punition du corps en mode ah ouais t'as voulu l'oublier, non c'est toujours là. Il y a aussi un truc, je suis de nature très stressée, très angoissée, à vouloir toujours faire les choses bien, au détail près, etc. Enfin, en tout cas, dans le drag, quand je suis sur scène, que les périodes de préparation pour des shows importants, il peut y avoir des périodes de stress pendant plusieurs jours, voire des fois des semaines, et du coup, qui réveillent ces douleurs-là. Donc, le drag va souvent me réveiller les douleurs pendant un petit temps avant les shows. Je vais les anéantir avec l'adrénaline et le fait d'être en drag pendant quelques heures, et je me les reprends dans la face quelques jours après, quoi. À l'époque où j'avais pas le traitement, il pouvait m'arriver de prendre ce fameux traitement local là, que j'avais, les anti-inflammatoires, pendant 3-4 jours, quoi. De me faire un petit traitement comme ça où je savais que le matin, au moins, j'allais pas avoir mal au dos. Elles atténuent sur une certaine échelle. Bon, mais voilà, période de stress intense égale crise intense. Mais vu que j'ai aussi ce truc dans la tête de me dire, ok, même si j'ai mal, le drag, j'y penserai plus. Pour les shows qui étaient pas trop importants, où il n'y avait pas vraiment de chorégraphie, comme l'événement Dragma, je fais tous les 3 mois, où il y a vraiment une troupe de danseuses avec moi. Là, je peux pas. Il y a des 2 mois de répète derrière, je peux pas me permettre d'avoir une crise inflammatoire le soir même et de prendre le risque de me dire, peut-être que je l'aurai sur scène. Il y a toujours ce truc-là de me dire, même si je prends les anti-inflammatoires et que je sais que l'adrénaline va faire que j'ai pas mal, on sait jamais, quoi. De mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir
galérer sur une performance ou de devoir annuler même, parce que vraiment, il y a des fois où, quand je dis, il peut m'arriver de plus arriver à marcher pendant une journée entière et même d'être pas soulagé, allongé. Donc, il n'y a rien à faire dans ces cas-là, c'est une vraie crise. Ça m'est jamais arrivé au point de devoir annuler une performance ou une soirée drague, quoi. Rosalia, non, c'est Marie Bacon, ça fait P. Ah, c'est O2N, balance le son et je casse la scène. Alima, abajo, avec mes marionnettes, elle débarque en montant, prête à faire tomber les têtes. Oui, je suis la dancing queen, talent aiguille, je dansais tout un cul. Plusieurs kinés que j'ai pu voir, ils m'ont dit que ce qui était important dans la spondylarthrite, c'était de garder le mouvement. Donc je savais pas trop par quel moyen, parce que j'avais pas trop le temps, et puis finalement il y avait pas trop de sport qui m'intéressait. Je voulais reprendre la danse. J'ai repris un petit peu la danse dans une école en arrivant à Nantes. J'ai pas retrouvé la famille et l'engouement que j'avais au début à Montpellier, donc j'ai même abandonné avant la fin de l'année, enfin je m'y retrouvais pas. Donc il y a eu un peu ce côté, je me suis résolu en fait, je me suis dit c'est peut-être plus pour moi, puis je vieillis, à un moment donné, voilà c'est fini quoi. Et puis je me suis dit je vais retrouver la danse avec le drag en fait. Donc moi j'exprime beaucoup ça à travers mon drag, la danse et l'interprétation sur scène, parce que c'est vraiment ce que je voulais retrouver. Il y a un truc avec le corps que je cherche quoi, qui est une expression du physique du corps que j'ai pas dans le quotidien. Donc il y a tout ça là, donc ça m'a vachement aidé. Du coup j'avais ce truc de ok bon, en plus c'est bien pour ma santé, parce que le kiné a dit qu'il fallait que je fasse une activité régulière, parce que du coup on répète tous les mercredis avec les danseurs et les danseuses avec qui je travaille. Du coup là maintenant j'ai hâte à chaque fois de retrouver un projet d'un point de vue physique. Ouais, le drag ça a pas juste été un petit caprice de je veux être une bitch et je veux être belle quoi. C'était je veux retrouver la danse, je veux retrouver mon corps quoi. Sous les apparats, enfin ouais, il y a un peu cette dualité, parce que du coup quand on me voit comme ça, c'est pas vraiment mon corps, c'est pas mes hanches, c'est pas ma taille, c'est pas mon visage, c'est pas mes cheveux. Mais à l'intérieur, c'est quand même moi qui danse. C'est pas Marie, c'est Alex qui danse. Donc c'est mon ossature qui porte Marie. Donc à un moment donné, on peut pas tricher jusqu'au bout, quoi. Sans parler de douleur, il y a le côté évasion, de pouvoir me sortir de la tête certaines choses ou d'exprimer des trucs que j'ai envie d'exprimer et que je fais pas en Alex. Je sais que pendant une période de ma vie spécifique où je me suis séparé de mon copain, je parlais beaucoup de drag thérapie. Dans le cadre de la rupture amoureuse, à ce moment-là, ça a été vital. Enfin, vraiment, je sais qu'il y a eu 3 soirées différentes où j'ai vraiment choisi des chansons qui me parlaient à moi, à mon histoire, qui étaient vraiment là pour faire le deuil, où j'exprimais des choses sur scène qui m'ont fait un bien fou. Enfin, là, je ressens de mon corps, ça me donne des frissons, parce que il y a un truc d'exorcisme au travers des performances et des chansons qui me permettaient d'encaisser la rupture. Et les personnes proches autour de moi qui savaient ce que je traversais en ont pleuré dans le public. Donc c'est que vraiment, il y avait une émotion qui me permettait au travers du drag d'exprimer ça. C'est une période où mon drag était esthétiquement pas très beau, parce que j'avais un peu plus la flemme. J'ai des photos en tête que me ressort ma chère sœur Shigella de temps en temps pour me rappeler que je viens de loin. Mais en fait, le make-up en fait passait en second plan. J'en avais un peu rien à foutre d'être moche. Là, ce que je voulais, c'était vraiment, j'avais besoin d'aller sur scène pour exprimer quelque chose, pour sortir ma douleur et me faire du bien. Drag thérapie. Du coup, aujourd'hui, mes douleurs, vu qu'elles sont beaucoup moins présentes et qu'en tout cas, elles apparaissent plus comme le cycle que j'avais à l'époque, où par de stress, douleur, que je remédie avec le drag et qui me donne une grosse claque le lendemain. Là, j'ai plus ça. J'ai plus peur, du coup, après le drag, après une soirée, après avoir dansé, après avoir porté des talons pendant 12 heures, même si j'ai eu un peu mal avant, j'ai plus peur de l'après, parce que j'ai entamé un cycle de guérison un peu sur tous les fronts. Et déjà, bon, j'ai le traitement, donc physiquement, là, je peux... Mais avant ça fait 3 ans que je fais du drag, et du coup, j'ai expérimenté ça, le fait d'avoir rencontré une nouvelle personne qui me fait aussi du bien. Moi, je suis beaucoup mieux avec moi-même. J'ai un rapport au corps qui est un peu différent avec le drag, parce que j'y vais plus comme une thérapie, mais comme un truc qui décuple un peu le fait que ça aille bien, et que là, j'ai envie de trucs pop, de trucs qui me donnent envie de danser encore plus, de faire des projets toujours plus fous avec mes danseurs, mes danseuses. Grâce au drag, Alexandre a trouvé sa voix et un nouveau rapport à son corps. Sur ce chemin, je lui demande si le parcours d'un ou d'une drag l'a particulièrement marqué. Il me parle de Lova la Diva, une drag queen qui a participé à l'émission Drag Race France sur France Télévisions. J'ai vu cette drag qui a parlé de la spondylarthrite. Et en fait, je me rappelle plus trop ce qu'elle a dit, mais en fait, j'ai tellement phasé dans ma tête. Il y a quelqu'un qui parle à la télé de la spondylarthrite ankylosante, et elle a vraiment dit spondylarthrite ankylosante. Je me rappelle, j'étais en drague, j'étais entouré de personnes, on était à une viewing, et j'ai dit, moi aussi, j'ai une spondylarthrite. En fait, tout le monde s'en fout, mais je me suis dit, waouh, en fait, il y a quelqu'un qui est comme moi, qui est une personne homosexuelle, qui en plus fait du drag,
qui parle de ça et je me suis dit waouh, ça existe et je suis pas seul. Il y a vraiment ce truc-là et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que visible et ça existe quoi. Dans ce côté, on dit maladie invisible, on sait pas comment l'expliquer aux gens. Là, je me suis dit putain, au moins il y a une personne qui saurait de quoi je parle si je viens lui voir et en plus qui sait d'autant plus de quoi je parle parce qu'en plus je fais du drag. C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire un peu inspirant et ce truc-là de visibilité qui est hyper important quoi. Et que j'expérimente triplement en tant que drag, en tant que personne gay et en tant que porteur d'une maladie chronique quoi. En tant qu'Alex, je me dis il va se passer plein de choses super positives pour moi. J'ai l'impression que je vais rentrer dans un cercle vertueux où ça y est, j'ai trouvé un remède à cette maladie chronique. J'ai envie de me consacrer un peu plus pleinement à d'autres choses que la maladie m'empêchait dans le sens énergivore. J'ai envie de reprendre une activité sportive que j'ai envie de faire le matin, de me réveiller, de faire du sport, d'être dynamique et que le traitement va me permettre. En plus, c'est une année où j'ai eu encore pas mal de changements. Je sens que c'est un peu l'année charnière là. Je suis en train d'un peu préparer l'après-Nantes cette année et le fait de plus avoir les douleurs déjà c'est un point en moins. Donc ça me motive pour engager tout le reste, dont le drag. C'est-à-dire que j'organise aussi des soirées avec mon collectif et notamment avec la grande Shigella. Et on n'en a pas fini parce que on a cette fameuse grosse soirée Dragma qui est un rendez-vous régulier tous les 3-4 mois. On a beaucoup de fidèles et du coup ça nous motive de fou. C'est notre bébé qu'on n'a pas du tout envie de lâcher et ça nous prend vraiment des mois de préparation. Donc continuer à développer ça. Des nouveaux projets aussi en drag, en lien plus avec le théâtre. J'avais pensé notamment à un podcast j'avais pensé. Que dirait ma sœur si je m'appropriais l'idée? Ma sœur a eu l'idée d'un podcast et j'aimerais beaucoup faire ça aussi. Et en même temps, pas que ça me prenne trop de place le drag. Parce que j'ai aussi envie dans le personnel de prendre du temps pour ma relation amoureuse, de poser des bases saines. Donc j'attends beaucoup de cette année sur plein d'aspects. Et j'ai hâte de découvrir ses futures performances. Pour conclure, je demande à Alexandre quel regard il porte sur ce parcours avec la douleur. Je suis vraiment content et reconnaissant de tout ce qui s'est passé depuis mon premier diagnostic. Parce que de fil en aiguille, ça a permis d'éclaircir plein de choses. Sur pourquoi je me sentais mal à des moments, sur pourquoi j'avais mal à des moments, comment je peux arriver à atténuer ça. Et c'est pas forcément... même si j'ai beaucoup de respect pour les kinés, la médecine douce, etc. Mais finalement, moi, c'est pas ce qui m'a fait du bien. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, mon remède, ça a pas été ça. Ça a été la psy et le drag. Et qui l'eût cru? Merci Alexandre de m'avoir fait rentrer dans les coulisses de ton histoire et celle de Marie Pacon. Pour en savoir plus sur l'univers de Marie, je vous mets le lien vers ses réseaux sociaux ainsi que les informations sur les Algonautes et sur le podcast Banzai en description de cet épisode. Et si le lumineux témoignage d'Alexandre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour soutenir le podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage dans Banzai.